BFM Business, BFM Crypto, le club. Le club en direct comme chaque jour jusqu'à 17h avec nos deux invités aujourd'hui en studio. Grégory Raymond, bonjour. Bonjour. Je vous rappelle que vous êtes cofondateur et rédacteur en chef du média en ligne The Big Whale et on a également le plaisir d'accueillir en studio Adil Takal-Bataï, président du Cercle du Coin, associé fondateur de Shift Capital. Bonjour. Bonjour Adil, merci d'être... Adli, excusez-moi, Adli Takal-Bataï. On est ensemble donc pendant 20 minutes pour parler des cryptos comme chaque jour sur BFM Business à 7h. Et puis Grégory, vous aujourd'hui vous nous proposez de parler des NFT avec notamment Amazon qui va lancer sa plateforme de NFT. On a eu quelques informations ces derniers jours. Alors pour ceux qui débarquent là sur BFM Business, c'est quoi cette plateforme de NFT que va lancer Amazon ? Eh bien nous avons révélé avec The Big Whale que donc Amazon allait sortir sa plateforme de NFT le 24 avril. Ça sera d'abord disponible simplement pour les utilisateurs américains. Il faudra malheureusement attendre un petit peu avant que ça arrive en Europe. Il faut savoir que ça a été déjà décalé 2 fois ces derniers mois. Amazon avait en fait ce produit dans ses bagages depuis pas mal de temps, mais ça a été décalé à cause des conditions de marché, notamment l'effondrement de FTX. Voilà, la date maintenant est arrêtée, ça devrait être le 24 avril. Et ce qu'il faut savoir, enfin, la plupart des spécialistes du secteur voient passer des offres d'emploi de la part d'Amazon qui recrutaient des spécialistes crypto, blockchain depuis pas mal de mois. Donc c'est pas tant une surprise que ça. Et par contre, ce qu'on peut dire, ce qui est très intéressant, c'est que c'est l'un des plus gros lancements d'Amazon depuis celui d'AWS. Donc le AWS, en gros, c'est la filiale de cloud d'Amazon. Donc cette plateforme d'échange de NFT, c'est l'un des plus gros lancements depuis à peu près 2006. Donc c'est significatif. Alors on va trouver quoi dans cette plateforme ? Si aujourd'hui on rappelle les NFT, qu'est-ce qu'on va trouver sur cette plateforme ? À quoi ça sert ? Alors sur cette plateforme, on va retrouver donc des NFT, mais il va y avoir une grande variété de NFT. La plupart en fait appartiendront à des collections de NFT, donc c'est-à-dire des collections qui existent déjà, qu'on peut déjà trouver sur des plateformes concurrentes. Mais tout ce qu'on sait aussi, enfin là je peux pas vous donner de nom malheureusement, mais ce qu'on sait c'est qu'ils ont eu pas mal de mal à recruter donc des collections pour qu'elles soient ajoutées sur leur plateforme. Donc voilà, ce qu'on va y trouver, c'est ça. Alors comment ça va se matérialiser ? C'est qu'il va y avoir un onglet sur la page Amazon.com. Donc ça ne sera pas une boutique totalement isolée avec un site totalement à part. Donc ça c'est excellent pour la démocratisation du sujet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont on pourra les acheter. Ne comptez pas y aller avec des crypto-monnaies pour acheter vos NFT comme c'est normalement le cas sur les plateformes spécialisées. Là, on payera avec son compte Amazon, donc c'est-à-dire avec sa carte bancaire. Avec sa carte bancaire. Donc on ne pourra pas payer avec des bitcoins, acheter sur Amazon des NFT par exemple. Ça ne sera pas possible. C'est pour des raisons quoi, de sécurité, ils veulent être un peu dans les cases, pas prendre trop de risques. Amazon n'est pas un spécialiste crypto et les clients d'Amazon non plus. Il y en a bien sûr, mais il faut préserver, on va dire, la sécurité de l'environnement Amazon. Donc c'est principalement pour ça qu'ils ont choisi cette option. Adli, est-ce que vous avez peut-être un avis par rapport à cette plateforme de NFT donc, qui va être lancée par Amazon ? Moi, je trouve ça plutôt intéressant, toujours qu'un gros acteur fasse un pas vers l'industrie. Mais surtout, on peut se poser la question de la stratégie un peu plus long terme, dans le sens où Amazon, déjà, c'est le royaume du livre depuis longtemps, et on peut se dire que Amazon, avec le Kindle, a quand même une connaissance des biens immatériels. Et les NFT pourraient devenir leur nouveau support de biens immatériels. Il y a peut-être d'autres idées de ce point de vue-là, sachant qu'ils ont des plateformes musicales, plateformes de lecture, plateformes de films, et que les NFT pourraient être une manière finalement d'héberger les achats numériques. Et la deuxième chose, c'est Twitch. Amazon est quand même derrière Twitch. Et Twitch, c'est du coup relié de très près au monde du gaming. Et on peut penser aussi qu'il y a peut-être un intérêt, sachant que le monde du gaming se met de plus en plus potentiellement au NFT, à avoir une marketplace pas loin et du coup créer un espèce d'écosystème entre leurs différentes plateformes où il fait un peu sens d'avoir une plateforme NFT. Mais bon, tout ça, c'est des conjectures. Mais c'est vrai que c'est cohérent, oui, la connexion avec Twitch, oui, elle aurait du sens. Ouais. C'est quand même un message fort, le fait qu'Amazon lance sa plateforme de NFT. Vous qui êtes dans le secteur, aujourd'hui, ils font quoi les autres GAFA et les autres géants américains, mais pas que
aujourd'hui dans les NFT, dans les cryptos? Alors, ils n'ont pas tous la même politique. Celui qui est le plus en avance, en tout cas celui qui a testé le plus de choses, c'est le groupe Meta, donc Facebook, Instagram, qui propose des intégrations de NFT depuis pas mal de mois déjà. Devrait y en avoir de plus en plus. Puis, vous le savez, ils ont été derrière le projet Libra, qui s'est plus tard appelé Diem, donc qui était ce projet de monnaie numérique derrière lequel se cachait Facebook. Il a été abandonné, mais voilà, ils travaillent sur le sujet depuis longtemps. Il y a quelque chose qui est diamétralement opposé chez Apple. Apple ferme énormément l'accès de son App Store aux développeurs de services autour des cryptos, autour des NFT. On peut comprendre Apple, parce que l'univers du Web 3 au sens large menace l'équilibre économique très centralisateur des géants de la tech. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies. Côté Amazon, en fait, moi, je les vois comme des gens assez pragmatiques. Les NFT, c'est une marchandise supplémentaire à vendre sur laquelle ils peuvent prélever une commission. Il ne faut pas forcément chercher midi à 14h. C'est une partie de l'avenir. Il y a de l'argent à se faire en les vendant. Donc voilà, pourquoi pas. Adli, Takal Bataille. Là, du côté d'Apple, je pense que Apple a surtout l'habitude de laisser les autres se casser la jambe une ou deux fois, et une fois qu'il y a un certain degré d'adoption et un certain degré de crash test qui a été fait, ils arrivent avec généralement une expérience utilisateur qui est très facile d'accès. Et c'est là que finalement on arrive à une phase d'adoption souvent d'une nouvelle tech. Enfin, en tout cas sur les 20 dernières années, c'est souvent avec Apple que des nouveaux standards un peu technologiques sont arrivés. Donc le jour où Apple rentre, j'ai envie de dire, la bataille sera presque déjà gagnée, quoi. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais vraiment, quand même, le Web 3, c'est vraiment l'anti-GAFA. Je suis pas sûr qu'ils iront quand même de ce côté-là. Parce que vraiment, les conditions d'utilisation de l'App Store là sont vraiment anti-NFT. Pourquoi ? Eh bien, si vous voulez, si on avait une plateforme d'échange de NFT sur l'App Store et que Apple ne prélevait absolument rien dessus, ça casserait leur modèle économique, parce que tous les achats qui sont réalisés dans l'App Store, dans les mini-jeux par exemple, Apple prend une commission. Là, sur les NFT, ça pourrait être potentiellement la fin de ces commissions. Donc, ils ne veulent pas ça. Oui, sachant qu'on le rappelle, bien souvent, quand on achète via une application, il y a des royalties qui sont reversées à Apple. Donc, au final, s'ils font ça, ils perdraient un petit peu le contrôle de leur magasin d'application. Exactement. C'est un peu ça. Exactement. Ouais. Mais au final, Amazon, là, sur sa plateforme, a fait le choix d'une blockchain privée. Donc, c'est-à-dire qu'ils exercent une gouvernance totale sur les NFT qui vont être dessus. Quelque part, c'est une version propriétaire. Donc, ça recrée un petit peu une sorte de monopole. Donc voilà, faut voir ce que les autres GAFA vont lancer. Bon, ça sera à suivre dans les prochaines semaines. Adli, Takal Bataille, élément intéressant là quand on regarde l'actualité de ces dernières semaines dans le secteur, il y a de plus en plus d'assurances décentralisées qui arrivent. Il y a pas mal d'annonces de différents acteurs sur ces assurances décentralisées. Dans un instant, on parlera de ces annonces, notamment AXA et encore d'autres acteurs. Mais juste avant, est-ce qu'on peut rappeler c'est quoi aujourd'hui une assurance décentralisée ? Une assurance, déjà, il faut rappeler ce qu'est une assurance. Oui. Parce que souvent, on oublie un peu ce qu'est une assurance. Mais donc, c'est des gens qui vont faire des calculs de risque pour essayer de savoir finalement combien ça peut coûter, quel est le risque que le dommage se produise en quelque sorte. À côté de ça, on va avoir une police qui va encadrer finalement qu'est-ce qui est couvert. Et à côté de ça, de la mutualisation de fonds, donc des gens qui vont finalement payer des mensualités pour se couvrir en cas de pépin ou couvrir les autres si eux n'ont jamais de pépin en quelque sorte. Donc là, il y a aussi une logique de ségrégation des fonds et il y a bien sûr une logique de litige qui est toujours assez... c'est la partie la plus complexe pour les cryptos. C'est de réussir à savoir si le sinistre a vraiment lieu ou pas, dans quelles conditions il a lieu et est-ce qu'il respecte la police d'assurance. Là, j'ai eu cette idée de parler aujourd'hui de l'assurance parce que AXA a eu un PSAN sur une de ses branches investissement. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire de l'assurance nécessairement dans le monde des cryptos ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, ça m'a refait penser à ce sujet parce que le monde a quand même évolué dans les cryptos depuis. C'était quelque chose qui n'existait pas il y a 4 ans. Et là, on a quand même quelques modèles d'assurance qui existent. Pour l'instant, très liés à la crypto, sur des produits financiers très liés aux cryptos, mais on peut très bien imaginer ça à des modèles plus agnostiques. Et donc, par exemple, être un agriculteur et protéger son champ, entre guillemets, contre des problèmes climatiques, par exemple. Grégory Raymond, comment vous voyez ce sujet ?
Pour l'instant, oui, il est assez nouveau. Mais AXA avait déjà tenté des expériences avant. Sur une assurance de vol, donc vol d'avion, pardon, pour être précis. En gros, si votre avion arrivait en retard, au moment où il posait les roues au sol, on était indemnisé automatiquement, donc via des smart contracts sur Ethereum. Et il faut rendre hommage à Laurent Bénichou qui avait créé ce produit. Je me rappelle. Il y a déjà 4 ans, je pense, 5. Fizi, ça s'appelait. C'est ça, voilà, Fizi, exactement. AXA qui est quand même très en avance, puisqu'on en a parlé ici, mais ils sont aussi dans le métaverse, etc. Donc ils innovent. Après. Ça deviendra, on verra, mais en tout cas, en plus, ça fait des coups de com', et puis c'est également des sujets pour eux afin de communiquer. Comment aujourd'hui peut évoluer ce monde décentralisé? Parce que là, vous nous parlez des agriculteurs, mais au final, on se rend compte que le fait de décentraliser toutes ces fonctions, ça offre une multitude d'opportunités, oui, et ça s'ouvre à plein d'acteurs au final. L'intérêt, oui, c'est l'accessibilité, c'est-à-dire que les cryptos, c'est accessible. Vous avez un téléphone portable en Afrique, vous pouvez accéder directement au marché crypto. Parfois, ça va être plus coûteux pour vous, mais là, avec la démocratisation, entre guillemets, ce qu'on appelle les layer 2, on devrait baisser les coûts parce que les infrastructures peuvent plus facilement absorber plus de transactions. Et donc, on peut imaginer un monde où un paysan africain va pouvoir assurer finalement sa récolte, par exemple, parce qu'il y aura un marché prédictif en face, c'est-à-dire un marché prédictif où les gens essaient de prédire l'avenir, donc vont faire des calculs de probabilité sur l'avenir. Et donc lui, en fait, il va parier sur le fait qu'il va avoir un problème. Des gens vont parier sur le fait qu'il ne va pas avoir de problème. Et du coup, on va avoir un équilibre comme ça et une possibilité d'assurance. Mais le plus grand problème pour l'instant, ça reste donc la constatation, c'est-à-dire le fait de réussir à constater qu'il y a bien un dommage ou il y a bien un sinistre. Et ça peut se faire par plusieurs moyens. Donc dans les crypto-monnaies, il y a ce qu'on appelle les oracles, qui sont des personnes ou des programmes qui vont inscrire des données du monde réel dans les blockchains, donc pouvoir permettre en fait d'avoir une interaction avec tous ces smart contracts. Mais la question, c'est qui est cet oracle ? Pour l'instant, dans les crypto-monnaies, à l'heure actuelle, il y en a un qui est très connu, mais qui est uniquement sur des données financières majoritairement, qui est Chainlink, qui est en fait un réseau d'opérateurs qui ont intérêt à donner une donnée juste, sinon ils sont punis. C'est-à-dire que c'est en faisant un conglomérat d'acteurs en quelque sorte qui vont publier ces données qu'on arrive à avoir une donnée fiable tout en assurant une certaine décentralisation. Et ça, pour des cas très concrets comme de l'assurance, ça peut être compliqué. Et l'autre voie qu'on a, c'est celle des jurys décentralisés, où là, ce sont des gens qui ont fait un processus pour être reconnus en tant que personne, avec une réputation, etc., qui vont eux-mêmes mettre en jeu en fait des jetons sur leurs décisions. C'est-à-dire que s'ils ont un comportement mauvais, ils peuvent perdre leurs jetons. Et donc, on a des espèces de tribunaux décentralisés. Et on pourrait aussi faire appel, et c'est d'ailleurs ce que font actuellement les assurances dans les cryptos, elles font appel à ces tribunaux pour les litiges. Et on a déjà eu d'ailleurs des cas, j'ai pas envie de dire assez célèbres, mais avec l'explosion de Luna, par exemple, qui était donc le stablecoin algorithmique qui a perdu 40 milliards de valeur en quelques heures, si j'ose dire. Il y a des gens qui s'étaient protégés contre cette perte de capital. Et donc, ils ont dû prouver qu'ils avaient ils étaient bien en possession de Luna, qu'ils n'avaient pas c'est pas eux qui, par des trades, avaient perdu leur capital, ce genre de choses. Et il y a des affaires maintenant qui sont assez célèbres, entre guillemets, dans ces jurys décentralisés, où on peut voir, du coup, la défense dire non, regardez, j'avais bien souscrit, j'ai bien respecté la police d'assurance, en quelque sorte. Et en face, j'ai envie de dire, ceux qui ont apporté la liquidité et qui, du coup, perdent leur argent parce que eux avaient apporté de la liquidité pour toucher le rendement, finalement, de celui qui était assuré, perdent leur argent et sont là, non, il n'a pas forcément respecté, on a besoin de plus de preuves, et un juré décentralisé qui tranche tout ça. Donc on arrive finalement petit à petit à créer cette brique importante, parce que l'assurance, c'est tellement important que c'est même obligatoire, j'ai envie de dire, pour pas mal de choses du quotidien, la voiture, l'habitation. Donc finalement, on est quand même dans un régime, dans des sociétés où l'assurance est au cœur de nos vies. C'est un marché immense et
c'est un marché avant tout financier, d'interaction, donc pourquoi pas le transformer et enlever quelques intermédiaires, ou au moins offrir une espèce de libéralisation des intermédiaires. En tout cas, ça sera à suivre dans les prochaines semaines et dans les prochaines années. Il nous reste un peu moins de 5 minutes, Grégory Raymond, pour parler notamment des influenceurs. Parce que là, on a un texte de loi qui arrive à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas que les réformes des retraites. Oui. Et il y a aussi un texte à l'Assemblée nationale, là, dans les prochains jours, qui sera examiné sur le cadre, un petit peu mettre un cadre juridique par rapport au métier d'influenceur. Et ça concerne aussi les influenceurs dans le secteur des crypto-monnaies, oui, forcément. C'est ça. Ces deux députés qui portent cette proposition. Alors c'est une proposition transpartisane, parce qu'il y a un député PS et un député Renaissance. Et selon nos informations, le gouvernement a apporté son soutien à ce texte-là, donc qui sera examiné le 28 mars. Et en fait, donc ça va encadrer tous les influenceurs. Il y a une petite partie sur les influenceurs spécialisés dans les cryptos, dans les services financiers. Et ce que dit cette proposition, c'est que pour pouvoir parler d'un service financier ou crypto, il faudra absolument être enregistré en tant qu'influenceur auprès de l'AMF. Et par extension, ces influenceurs ne pourront parler vraisemblablement que des entreprises qui sont enregistrées auprès de l'AMF aussi. Donc c'est censé limiter les risques. Bon, après, ça risque de se heurter au réel. Il y a beaucoup d'influenceurs qui ne sont pas en France, mais qui font des vidéos en français, donc qui touchent le public français. Comment on va s'attaquer à ces gens-là, ça on ne le sait pas. Mais en tout cas, j'ai interviewé l'un des députés auteurs du texte cette semaine, donc Arthur Delaporte, donc le député PS. Il m'expliquait qu'une grande partie de l'audience des influenceurs est composée de personnes vulnérables ou peu éduquées financièrement, et il s'agit de les protéger. Voilà, l'objectif de ce texte, c'est ça. Adli Takal-Bataï, est-ce que vous pensez que ce texte, s'il est adopté à l'Assemblée nationale et si après il est adopté par le Sénat, etc., il a une chance de réglementer aujourd'hui un petit peu les influenceurs et plutôt le cadre, dans le sens où on a vu pas mal de dérives ces dernières années, ces derniers mois? Moi, de manière générale, je suis pour la régulation de la pub. C'est un des seuls endroits où je suis pour la régulation, donc ça me pose pas de problème. Après, j'ai toujours du mal avec cette notion d'influence parce qu'elle est très complexe. Par exemple, est-ce que tu serais concerné, Grégory, en tant que si tu prends une photo avec un chef d'entreprise, par exemple dans les cryptos? En fait, j'ai le statut de journaliste, donc c'est différent, c'est un statut à part. Mais par exemple, les autres médias toi, tu as peut-être la carte de presse, d'autres l'ont peut-être pas. The Big Whale est enregistré comme entreprise de presse, ce qui nous écarte en fait de ce statut-là. Mais les autres, par exemple, médias, est-ce qu'ils vont être concernés? Enfin, c'est ce flou que je trouve, à mon sens, un peu dangereux, ou qui va obliger, entre guillemets, de se ranger d'un côté ou de l'autre. Donc, moi, c'est juste cette notion-là qui m'embête un petit peu, parce que je trouve que ça enlève un peu de liberté dans l'expression, et ça va créer de l'autocensure. Moi, c'est toujours le problème que j'ai, surtout avec les règles a priori. Je préfère les règles a posteriori, c'est-à-dire quelqu'un, on l'a pris sur les faits, on le punit. Déjà qu'on punisse toutes les arnaques qu'il y a en ligne, et il y en a pléthore. Et après, faisons des choses a priori, avec des enregistrements, des choses et tout ça, parce que dans tous les cas, les gens vont aller là où ils veulent aller. Donc, on l'a vu avec les plateformes d'échange. On a beau faire des agréments en France, les gens sont allés sur FTX ou sur d'autres plateformes parce qu'il y avait des services qu'il n'y avait pas en France ou autres, ou tout simplement parce qu'ils préfèrent cette plateforme. Et donc, je pense qu'on va avoir un peu le même problème avec les influenceurs. Ils seront planqués je ne sais où, à Dubaï ou autre. Enfin, en tout cas, dans des pays où il n'y a pas d'extradition, où ils n'auront pas de pépins. Et ça ne... ce sera dur de résoudre le problème. Ce sera plus par la coopération, je pense, sur tout ce problème général des arnaques, et d'avoir une bonne coopération internationale sur les réseaux d'arnaques, j'ai envie de dire, quels qu'ils soient, plutôt qu'une régulation locale sur les influenceurs, parce que bien souvent, ils ne sont pas en France. Donc, je suis totalement d'accord. Mais en 30 secondes, le débat promet d'être hyper intéressant, ça c'est sûr. Et ça sera à suivre. Et puis en attendant, bien sûr, on peut retrouver donc cette interview sur votre site, Grégory Raymond, le site The Big Whale, donc qui est consacré à le fait que 2 députés ont décidé de mettre en place un amendement pour réguler un petit peu le métier d'influenceur. Merci Grégory Raymond de nous avoir accompagnés aujourd'hui, cofondateur et rédacteur en chef donc du média The Big Whale, et merci également à Adli Takal-Bataï. Je rappelle que vous êtes président du Cercle du Coin et associé fondateur de Shift Capital. 16h58 pile sur BFM Business. Très courte pause, on se retrouve dans un instant, on se reconnectera à la séance du jour et puis c'est le club qui s'ouvrira pendant une demi-heure avec nos 2 gérants. Ils nous diront comment aujourd'hui ils arbitrent dans un contexte où on a un CAC 40 qui est proche de ses records historiques, 7325 points à l'instant.